Bonjour, nous parlons du Boléro de Maurice Ravel. Ah, le Boléro, c'est une œuvre irrésistible pour certains et bien agaçante pour d'autres. Mais tout le monde connaît le Boléro. C'est une œuvre singulière, c'est peut-être l'œuvre la plus jouée et la plus connue de la musique classique. Mais à mon avis, c'est une œuvre un peu méconnue. Oh bah, le début du thème, ça va. Ah, di-da, tout le monde peut le chanter. Mais le thème en entier, vous êtes capable de le chanter? Et les instruments? Qui est-ce qui sait exactement quels sont les instruments qui jouent ce thème? Même simplement les deux premiers instruments. Donc, nous allons essayer de voir tous ensemble pourquoi cette œuvre produit un tel effet. On sait que c'est un gigantesque crescendo orchestral, mais ça ne dit pas tout. Il faut encore essayer de voir ensemble pourquoi. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de son chef, Monsieur Ono. Mais tout d'abord, pourquoi Boléro? Il faut dire qu'au début du XXe siècle, l'Espagne est furieusement à la mode. La plupart des compositeurs, on sort de la grande période romantique, cherchent à enrichir la langue musicale. Alors ils ont recours à un certain nombre d'exotismes. Et l'exotisme espagnol, c'est bien vu. C'est à la fois un peu sauvage et pas trop loin. C'est le bon sauvage à portée de main, si vous voulez. Et beaucoup de compositeurs français vont adorer l'Espagne, écrire des pièces hispanisantes. Chabrier, Bizet, avec Carmen, ça c'est un petit peu avant. Et puis Debussy et bien sûr Ravel. Ravel va écrire par exemple un petit opéra qui s'appelle L'heure espagnole et puis une pièce d'orchestre qui s'appelle La Rhapsodie espagnole. Et le boléro, bien sûr, c'est une danse espagnole. Mais alors comment est-ce qu'on fait quand on est compositeur et qu'on veut faire espagnol? Eh bien dans une pièce rythmique, il y a un petit truc que je vous donne, il faut faire tacatata. Oui, ce petit rythme, ce petit triolet-là, tacatatam, on va l'appeler le triolet espagnol. Tacatatam, tacatatam, ça suffit pour assurer à une pièce son caractère espagnol. Tacatatam, tacatatam, tam, tam, tacatatam, tac. Bah oui, il a raison, les castagnettes. C'était même la grande spécialité du boléro romantique au XIXe siècle. Vous voulez qu'on le fasse ensemble tous? On essaye, attention. Et pam, takatatam, takatatam, poum, poum, takatatam, takata, takata, takatatam, takatatam, takatatam. Olé! Et voilà pour le caractère espagnol. Mais même si Ravel a déclaré que l'Espagne était sa seconde patrie, même s'il adorait la musique espagnole, cette couleur locale de la castagnette, pendant un quart d'heure, car ça dure un quart d'heure, le boléro, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le boléro, c'est une œuvre qui ne se fonde pas sur une mélodie, sur une histoire, sur un chemin harmonique, un chemin d'accord. Non, c'est une œuvre qui se fonde sur un principe dynamique, de plus en plus fort. Eh bien, la castagnette, c'est pas l'instrument idéal pour faire de plus en plus fort. Et puis, ça n'est pas très précis. Alors, Ravel a une bonne idée. Il a remplacé la castagnette par un petit tambour que l'on appelle la caisse claire. Nous y sommes. Le timbre est précis et la caisse claire va devenir le véritable second chef d'orchestre du boléro. Oui, d'un bout à l'autre du boléro, vous allez entendre ce rythme à la caisse claire. Vous imaginez comme c'est difficile pour la personne qui fait la caisse claire faire la même chose pendant un quart d'heure. 169 fois, il va faire ces deux mesures. Et c'est sur cette base que tout le boléro va s'établir. Mais comme il s'agit d'un grand crescendo, on va commencer très très piano. Écoutons. Alors naturellement, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose pour accompagner. Il y a des basses, do, sol. Vous entendez? Ah, c'est pas très fort, hein. C'est des altos et des violoncelles en pizzicato. Et maintenant, écoutez le petit rythme qui passe d'un instrument à l'autre. D'abord, c'est la flûte. Maintenant, c'est le basson. Maintenant, le cor. Et maintenant, la trompette. Mais
Merci beaucoup. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que si la caisse claire continue d'un bout à l'autre pendant tout le boléro, le petit rythme circule d'un pupitre à l'autre. Bon, il ne circule pas aussi rapidement, mais ça, c'est un des grands secrets de Ravel. Le secret, c'est d'arriver à lier la répétition et en même temps la variété. D'un bout à l'autre, le même rythme, oui, mais il va circuler d'un pupitre à l'autre. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle il a besoin de rajouter des instruments. C'est le crescendo, cet accompagnement si piano du début. Il va falloir le nourrir, il va falloir lui donner de plus en plus de volume. Il n'y a pas une mélodie du boléro, il y en a deux. Mais oui, parce que Ravel a besoin de 18 fois une grande mélodie pour faire son crescendo. Et bien 18 fois une seule mélodie, au bout d'un moment, ça ferait trop. Même si c'est une œuvre qui célèbre la répétition. Alors il a l'idée de faire deux mélodies. Une première, que je vais appeler A par exemple, et une seconde B. Oh mais il ne va pas les alterner simplement, A, B, ça serait trop simple. Non, non, il va les alterner comme cela. 2 fois A, 2 fois B. 2 fois A, 2 fois B. La phrase A, c'est celle que tout le monde connaît, que tout le monde a dans la tête. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est souple, elle est ornementée, elle est presque un petit peu arabisante, comment dire, avec ses notes longues et ses volutes. La première fois qu'elle est exposée dans l'orchestre, c'est à la flûte. Le thème du boléro, je le trouve extraordinaire. Il est très souple, un petit peu arabisant. Le côté... Et puis, là encore, quelque chose d'extraordinaire. Toujours le même principe. Il faut répéter, mais il faut varier. La répétition consiste dans le principe suivant. Toujours une note longue et puis une volute. Longue, taradiraram, tara, longue, taradiraram, longue, taradiraram, longue, taradiraram. Vous voyez toujours un appui long et puis 6 à 9 notes qui forment cette petite volute. Et le thème comme ça se poursuit jusqu'au bout. Mais parlons maintenant du deuxième thème, le thème B. On l'a un tout petit peu moins dans l'oreille. Celui-là, il est un peu différent. Il est un peu jazz en fait. Eh bien, très souvent, Ravel va le confier à des instruments qui sont des instruments typiques de la musique de jazz. Les saxophones, par exemple, ou le trombone, qui depuis quelques années a pris une nouvelle jeunesse, une nouvelle technique, avec des glissandos. Tenez, on l'écoute. Antoine, le thème B. Mais il ne faut pas croire, justement, qu'il n'y a pas du tout d'harmonie dans le boléro. Ah oui, d'un bout à l'autre, les violoncelles, les contrebasses font entendre des do, sol, d'accord. Dans un certain sens, il n'y a que 2 accords pour accompagner le boléro. Oui, seulement Ravel s'ingénie à rajouter des petites notes, des petites choses qu'on n'entend pas vraiment quand on l'écoute parce qu'on est pris par le rythme, par le crescendo. Mais si on l'écoute plus attentivement, on peut être très sensible à ces toutes petites variations dans l'harmonie. Tenez par exemple un passage où tous les violons jouent le thème B et je vous joue l'accompagnement de la harpe. C'est très joli. On dirait du Satie.
Ah, celle-là, c'est mon harmonie préférée, regardez. Bon, encore faut-il que tout ça soit équilibré. Mais oui, l'accompagnement, nous en avons parlé, la mélodie, il faut encore que l'un aille bien avec l'autre. Bah, c'est comme les vêtements, il faut que ça soit à la bonne taille. Vous imaginez, vous êtes compositeur, vous écrivez le plus beau thème du monde, mais comme votre accompagnement est trop fort, on n'entend pas le thème. Ou à l'inverse, vous avez un beau thème puissant, mais l'accompagnement est tellement petit, tellement faible, qu'il ne soutient pas bien votre magnifique thème. Alors écoutons comment Ravel a parfaitement ajusté l'accompagnement au thème suivant la force qu'il souhaitait. Par exemple, un endroit que j'aime bien, c'est le moment où le hautbois a le thème, et c'est un hautbois d'amour. Ça n'est pas n'importe quel hautbois, un hautbois d'amour, s'il vous plaît. C'est-à-dire un hautbois, mais un peu plus doux, un petit peu plus rond comme son. Alors on écoute le solo du hautbois d'amour avec l'accompagnement prévu par Ravel. Bon, là, évidemment, ça va très bien. Imaginons que Ravel se soit trompé, qu'il ait mis un accompagnement beaucoup trop fort par rapport à son gentil hautbois d'amour. Ça aurait donné, comment dire, un petit peu comme s'il y avait une petite souris sur une grosse armoire. On peut imaginer l'inverse aussi. Oui, après souris sur armoire, éléphant sur tabouret. C'est-à-dire le thème qui correspond à l'accompagnement que vous venez d'avoir. C'est-à-dire tous les violons qui jouent. Mais je vais mettre l'accompagnement qui allait avec le hautbois d'amour. Et vous allez voir, maintenant, c'est l'accompagnement qu'on va avoir du mal à entendre. Rendons justice au boléro et écoutons maintenant ce qui a été prévu par Ravel, c'est-à-dire la mélodie au violon avec le bon accompagnement. Bon, maintenant, il reste à se poser la question suivante. Comment est-ce que Ravel va réussir à organiser son grand crescendo? Oui, parce que le boléro, c'est une œuvre qu'aiment beaucoup les musiciens d'orchestre. Ils ont tous un petit solo à jouer. Le principe de variété est assuré. C'est un véritable carrousel de timbres. Seulement, il faut organiser l'alternance des instruments de façon à avoir un grand crescendo. Alors, Ravel, dans un premier temps, nous fait entendre les solos les plus doux, puis des solos plus inhabituels, puis des alliages, plus des tutti. En fait, Ravel va se servir de sa structure. Vous vous rappelez tout à l'heure, le thème A 2 fois, le thème B 2 fois, A, B, B. Il va faire ça 4 fois de suite. 4 fois de suite, A, B, B. 4 parties. Dans la première partie, on a 2 fois A et 2 fois B. Dans la deuxième partie, 2 fois A et 2 fois B, et ainsi de suite.